Merci beaucoup, Marc. Euh, donc si on reprend un petit peu le cas clinique avec Madame Léa M, on s'aperçoit qu'elle est donc sous noradrénaline à des doses de 0,5 gamma kilo-minute et qu'elle n'atteint pas pour le moment ses objectifs de PAM, puisqu'il me semble qu'elle a 63 mm de mercure de PAM. Donc là se posent deux questions. La première, c'est est-ce que je peux monter la noradrénaline et si oui, à quel prix? Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux éventuellement ajouter un deuxième vasopresseur, une deuxième ligne de vasopresseur? Donc pour répondre à cette question, on a deux études ici. Donc l'étude avec la figure du haut représente les résultats d'une étude de 1600 patients en choc septique, qui recevaient tous de la noradrénaline et de la vasopressine. Et il a été rapporté dans cette étude le fait que plus la vasopressine était débutée à des doses élevées de noradrénaline, plus la mortalité était élevée, avec une augmentation de mortalité de 20% pour chaque augmentation de noradrénaline de 10 gamma par minute. Ce qui paraît quand même très important, et ce jusqu'à 60 gamma par minute. Ensuite, donc pour également répondre à cette question, la courbe du dessous, donc la figure juste en dessous, représente cette fois les données d'une étude de 3000 patients qui étaient également tous en choc septique. Et on observe que malgré un ajustement sur les comorbidités, sur les scores de sévérité, sur le tableau d'entrée, à savoir la noradrénaline à l'entrée, toute augmentation de la noradrénaline entraîne également une augmentation de la mortalité. Donc la première question qu'on se posait, c'est puis-je monter la noradrénaline et si oui, à quel prix? Manifestement, il y a quand même un prix à payer puisque la mortalité paraît augmenter. Donc, ces deux études-là illustrent probablement une dysfonction du système autonome avec ce qu'on appelle la toxicité adrénergique qui, sur le plan cellulaire, je vous ai mis un petit schéma, représente en fait une désensibilisation des récepteurs de la noradrénaline, puisque la noradrénaline a un récepteur couplé aux protéines G qui entraîne une phosphorylation de la protéine kinase, peu importe. Le fait que la bêta-arystine s'accroche au récepteur lorsque la noradrénaline s'y fixe entraîne une destruction de ce récepteur après internalisation. Donc ça entraîne une désensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, plus on augmente la noradrénaline, moins on y est sensible. Donc éventuellement, on peut mettre donc une deuxième ligne de vasopresseur pour essayer d'avoir une épargne de la noradrénaline, donc une stratégie multimodale, et on l'a vu, plus elle est précoce, mieux c'est. Donc à partir de quand la vasopressine? Finalement, à partir de doses de noradrénaline probablement relativement faibles, puisque les recos de la Surviving Sepsis Campaign disent qu'à partir déjà de 0,2 à 0,25 gamma km de noradrénaline, soit 0,7 mg/h pour un adulte de 60 kg, on peut d'emblée débuter la vasopressine à condition qu'il n'y ait pas de franche dysfonction cardiaque associée. Et à quelle posologie? Probablement à des posologies relativement fixes en fait, qui ne s'adaptent pas au poids, et des posologies faibles, parce qu'on le voit donc, sur ce schéma en dessous, l'objectif à la fin donc, de l'effet de la vasopressine, c'est une vasoconstriction artérielle. Et en fait, plus on augmente la posologie de vasopressine, plus la vasoconstriction peut se faire au niveau coronarien, et c'est pas ce qu'on recherche, puisqu'on risque l'ischémie myocardique. Donc plutôt des doses faibles de 0,2 unités minute et plutôt fixes. Il y a finalement assez peu d'études sur la vasopressine et sur les vasopresseurs de deuxième ligne en général. Une des études qui rapporte le plus de données, c'était une IPDMA de 1450 patients. Donc IPDMA, ça veut dire méta-analyse au niveau des données individuelles. On récupère toutes les données individuelles des essais randomisés contrôlés et on les poule. Et donc sur ces 1450 patients, ce qui avait été rapporté, c'était qu'il y avait pas de différence sur les événements indésirables entre les groupes qui recevaient de la vasopressine et ceux qui recevaient du placebo. Et en revanche, on n'a pas non plus réussi à montrer pour le moment un effet sur la mortalité. Donc se posent plusieurs questions là-dessus pour essayer de trouver éventuellement un effet sur la mortalité. C'est quand est-ce qu'on les introduit, à quelle dose et sur quel sous-groupe de sévérité.
Donc également, on peut dire nouveaux agents, bien qu'il ne soit pas nouveau, c'est le bleu de méthylène qui était utilisé dans la méthémoglobinémie. Donc le bleu de méthylène, c'est un colorant thiazine qu'on peut utiliser puisqu'il a un effet vasoconstricteur au niveau moléculaire. En fait, il inhibe la anosynthétase inductible. Et il inhibe également, après, au niveau musculaire lisse, la sécrétion donc, de GMP cyclique. Il entraîne du coup une vasoconstriction. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le bleu de méthylène, mais pour le moment, ce sont surtout des études de safety, de sécurité, et également sur des outcomes un petit peu, entre guillemets, surrogate, c'est-à-dire plutôt des outcomes de est-ce que ça marche effectivement sur la vasoconstriction. Donc finalement, ici, on voit sur cette étude des outcomes de PAM et de diminution de noradrénaline. Ce qu'on voit, c'est que l'association du bleu de méthylène par rapport au placebo entraîne une diminution de la noradrénaline, donc c'est ce qu'on recherche, une épargne noradrénergique, et pour autant une PAM qui reste conservée. Finalement, donc pour finir, le système rénine-angiotensine est atteint également dans le choc septique, puisque quand on injecte du LPS à des rats ou à des cellules endothéliales pulmonaires, on voit qu'il y a une franche diminution de la sécrétion d'enzymes de conversion. Et cette franche diminution de l'enzyme de conversion entraîne un shift en fait, du système rénine-angiotensine vers une voie dite alterne, qui, au lieu de sécréter de l'angiotensine 2, qui est vasoconstrictrice, entraîne une sécrétion de segments d'angiotensine qui, eux, sont vasodilatateurs. Et c'est absolument pas ce qu'on recherche, et d'autant plus que c'est un cercle vicieux, puisque la vasodilatation entraîne une augmentation de la rénine, et ensuite ce système alterne s'emballe. Donc, ce qui a été proposé pour essayer de contrer ce cercle vicieux, c'était d'injecter directement l'angiotensine 2 aux patients. Comme on le voit dans la Surviving Sepsis Campaign ici, finalement, il y a assez peu de preuves et c'est quand même des preuves de bas niveau. En fait, une des études les plus grosses, à nouveau, comme dans le bleu de méthylène, les outcomes sont des surrogates, puisque ici, c'est plutôt des outcomes d'événements indésirables et de pression artérielle également. C'est finalement un médicament qui, pour l'instant, est assez peu utilisé, d'où le fait qu'il y ait peu d'études, puisque ici, c'est les résultats d'une étude aux États-Unis. Depuis sa commercialisation, il n'y avait eu que 200 patients qui avaient reçu de l'angiotensine. À l'époque, c'était en 2020. Finalement, ce qui a été montré, c'était que ceux qui répondaient à l'angiotensine survivaient plus que ceux qui n'y répondaient pas, ce qui ne répond pas franchement non plus à la question. Finalement, tout dernièrement, l'angiotensine a été évaluée comme agent vasopresseur de première ligne, et pareil sur des outcomes de créatinine cette fois. Donc ça reste en effet des nouveaux médicaments entre guillemets parce qu'ils sont assez peu utilisés et assez peu étudiés, mais ils restent prometteurs, et voilà. Merci Inès. Est-ce que la mortalité doit être le seul objectif, la mortalité à 28 jours ou à 90 jours, doit être le seul objectif dans nos études pour progresser, pour avancer dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a des données, par exemple, sur la méta-analyse que tu n'as pas montré, sur le recours à l'épuration extra-rénale qui est favorisé dans le groupe vasopressine? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on définisse des phénotypes de patients qui sont répondeurs soit de la l'angiotensine, soit de la vasopressine, soit des deux peut-être? Voilà, vers quoi on s'oriente aujourd'hui? Alors, vas-y, réponds. Oui, merci. Je pense que vous avez mis déjà un peu la réponse dans la question. Oui, probablement qu'il faut définir des phénotypes de patients qui répondent et il faudra probablement développer des marqueurs en ce sens. Et ensuite, est-ce que la mortalité doit être la seule chose qu'on recherche? Probablement que non. Je n'ai pas parlé de la dialyse parce que les données ne sont pas si évidentes, pas si franches. Mais en effet, si on peut essayer de diminuer ne serait-ce que la durée d'hospitalisation, diminuer le recours à des supports d'organes comme la dialyse, en effet, ça reste des objectifs très intéressants. Alexandre, ta pratique avec les vasopresseurs, les médicaments vasoactifs? Non, mais c'est effectivement la question qu'on se pose tous, c'est quand le malade est en hypotension artérielle, c'est comment essayer de restaurer la perfusion en minimisant
les effets secondaires. Aujourd'hui, on en est là. On n'a pas de médicament qui est très efficace avec quasiment pas d'effets secondaires. Donc, en plus de l'angoisse qu'on a pour essayer de comprendre pourquoi le malade il a le sepsis, est-ce qu'on a bien traité la cause, est-ce qu'on a bien donné le bon antibiotique, il faut en plus, quand on est sur la partie hémodynamique, qui effectivement, comme tu disais, c'est bien complexe, hein, parce qu'il y a le vaisseau, il y a le volume, il y a le cœur, et il faut donner des médicaments. Aujourd'hui, on a des nouveaux médicaments. Comme tu le disais très très bien, ils demandent à être testés. Mais c'est vrai que les 2 nouveaux médicaments qui commencent à se développer dans d'autres pays, en France, on ne l'utilise pas encore pleinement, l'angiotensine 2, la vasopressine. Peut-être qu'il faudrait faire une étude nationale d'ailleurs, parce que ça amènerait énormément à l'ensemble du monde. Et la question que tu posais, Marc, est évidemment la question la plus importante. On sait aujourd'hui que, et ça c'est accepté, je pense, par ce qu'on appelle les régulateurs et les réanimateurs du monde entier. Aujourd'hui, c'est compliqué de modifier la survie en réanimation parce qu'elle est multiparamétrique. Gattinoni nous avait dit un jour que une de ses études sur l'albumine n'avait pas marché parce qu'il y avait un centre qui avait 10 pneumothorax sur 12 malades. Donc il dit c'est impossible de sortir la survie dans ces cas-là. Donc c'est difficile la survie. En revanche, c'est vrai qu'il faut qu'on aille de plus en plus sur le temps, par exemple, entre l'extubation et la sortie de réanimation, les dysfonctions d'organes. Et je vous le montrerai tout à l'heure, probablement l'évolution de ces organes, tous d'ailleurs, hein, même certains auxquels on ne pense pas, dans les jours et semaines qui suivent. Donc c'est vraiment, quand un réanimateur va mettre un vasopresseur, malheureusement beaucoup, parce qu'il est 3 heures du matin, on se dit, bon, bah, on restaure l'hémodynamique et on verra bien. Mais c'est vrai que de plus en plus, il faut réfléchir à 24 heures, 48 heures, une semaine. La mortalité, hein, des études que tu as montrées, hein, sur la noradrénaline, et qu'on tolère aujourd'hui, finalement, ce qu'on tolère, c'est que la mortalité est supérieure à 80%, et maintenant c'est démontré par un nombre de groupes impressionnant. Quand on est au-delà de 1 microgramme kilo minute, ce qui pour la plupart des réanimateurs, quand vous les interrogez, est quelque chose d'assez banal, la mortalité est supérieure à 80%. On ne peut pas, enfin, pour moi, on ne peut pas rester dans cet état, les bras ballants, en disant bah, c'est comme ça. Toujours je regardais, hein, nous on a 2-3 produits pour faire monter la pression artérielle. Si vous voulez faire baisser la pression artérielle, vous en avez combien? 30. D'accord. Et donc les cardiologues ont bien compris qu'il fallait agir différemment selon le type d'hypertension. Comment tu vois l'avenir, Anne-Claire? Moi, ce que je trouve intéressant dans ces nouveaux médicaments vasopresseurs, c'est qu'ils peuvent peut-être s'adresser à différents types de patients avec différentes conditions au préalable. Et par exemple, pour la vasopressine, qui est peut-être celui qu'on utilise enfin un peu, et en dehors de situations de sauvetage extrêmes, on commence quand même à l'utiliser plus précocement, hein, typiquement sur des patients qui ont un passé d'arythmie ou d'EFA, peut-être qu'on est beaucoup plus enclin à utiliser ce vasopresseur-là plutôt que la noradrénaline qui va peut-être pas améliorer l'hémodynamique de ce patient-là. Et les autres qu'effectivement on n'a pas à disposition, mais on pourrait espérer que chaque vasopresseur puisse peut-être aller mieux à un type de patient qui a une histoire au préalable, en fait. C'est plus personnalisé la technique, la thérapeutique vasopressive. Et vous pensez que ce sera une approche un vasopresseur, c'est-à-dire la vasopressine remplacera la noradré, ou l'angiotensine 2 remplacera la noradré ou la vasopressine, ou ce sera une approche multimodale qui agit sur différents segments de la réponse? Peut-être Mathieu? Non, moi, j'apporterai peut-être pas d'éléments de réponse très, très fermes, mais ça me permettra de poser une question en même temps à Inès. Je pense qu'effectivement, le côté multimodal, c'est sûrement un des gros intérêts, mais comme le disait Anne-Claire, il va falloir savoir reconnaître aussi quand il faut aller ajouter de l'angiotensine. Je ne crois pas me tromper en me disant que la rénine n'est très difficilement, enfin, n'est pas accessible à un dosage ou une patient. Est-ce que ça peut être une piste, enfin, d'avoir en tout cas des marqueurs, quels qu'ils soient, après tout, pour adapter ce côté multimodal? Je pense que c'est vraiment la nouveauté peut-être de ces agents. Et c'est aussi la complexité, et j'en viens à une question pour Inès, c'est les différents types de récepteurs ou les mécanismes en tout cas qui sont visés par ces agents. Est-ce que leurs effets sur la circulation pulmonaire, par exemple, sont probablement pas univoques, mais est-ce qu'il y a des raisons en tout cas de penser en pratique que chez certains patients très hypoxémiques, avec des atteintes pulmonaires graves, il faille plutôt privilégier certains nouveaux médicaments que d'autres dans ce domaine-là?
Oui, alors, en effet, on peut se poser la question vu qu'a priori la vasopressine à forte dose entraîne une vasoconstriction hypoxique, la majeure. Hem, Si on l'utilise à des doses faibles, comme on l'a mentionné tout à l'heure et comme c'est recommandé, probablement qu'il y a assez peu finalement d'impact sur la circulation pulmonaire et il n'y a pas de franche majoration de cette vasoconstriction. En revanche, c'est vrai que le bleu de méthylène entraîne, lui, une augmentation de la tonicité vasculaire pulmonaire et il faut probablement faire des études là-dessus avant de pouvoir conclure. Mais voilà, c'est les interrogations pour les 5 prochaines années. On va avoir une autre interrogation, quelque chose qui est très ancien, mais qui se projette dans l'avenir, c'est l'immunomodulation. On en parle tout le temps et ça ressort souvent. Alors ça ressort à bon escient, je trouve, des fois à mauvais escient. On dit que tel antibiotique, il faut le donner parce que c'est immunomodulateur sans savoir si finalement, dans quel sens va l'immunomodulation et si c'est bénéfique pour le patient ou pas.